travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, un navire brisé, C'est pas possible. Mayday, Mayday! Incroyable, il vient de se casser en deux. dans une sorte de triangle des Bermudes de la mer Noire. Est-ce une anomalie géographique ou météorologique? Ou bien y a-t-il d'autres facteurs? Une détonation inexpliquée secoue le Tennessee. Le Pentagone protège-t-il des soldats indisciplinés? Il suffit d'un cinglé avec une mine dans son garage et boum! Et en Inde, la population croit au retour d'un dieu singe sous les traits d'un jeune garçon étonnant. Je ne sais pas pourquoi ce petit garçon a une queue. C'est fou. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai. des mystères ont été filmés. C'est hallucinant. Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes sur la mer Noire, en Europe de l'Est. En janvier 2021. Le cargo Arvin fait route vers la Bulgarie, quand soudain, C'est pas possible. Mayday, Mayday! Incroyable, il vient de se casser en deux. Mayday! On entend le capitaine crier « Mayday !» On entend les gens sur le navire qui paniquent. ce navire d'acier de 3500 tonnes se brise comme une brindille, comme frappé par une force surgie des profondeurs. Le milieu du navire se tord complètement. Mayday, Mayday! Mon navire est brisé! C'est une situation extrêmement dangereuse. Mayday, Mayday, mon navire est brisé. L'Arvin, long de 114 mètres, coule en quelques minutes. Les cargos de ce genre sont censés résister à des ouragans. Que s'est-il passé? L'explorateur Georges Kourounis remarque que d'autres navires ne semblent pas du tout affectés par l'état de la mer. L'Arvin s'ajoute à une longue liste de naufrages mystérieux sur la mer Noire. Certaines zones de la mer Noire sont de véritables cimetières de navires. Cette mer de 436 km² est l'un des lieux les plus dangereux de la planète. Les Grecs la nommaient Axeinos, c'est-à-dire inamicale aux étrangers. Pourquoi cette zone de la mer Noire est-elle si dangereuse? Pourquoi tant de navires coulent-ils là-bas? Est-ce une anomalie géographique ou météorologique? Ou bien y a-t-il d'autres facteurs? Pendant des siècles, les marins turcs et russes ont décrit des tourbillons blancs s'ouvrant soudainement en pleine mer et avalant les navires. Les rumeurs persistent aujourd'hui d'une force mystérieuse semblable à celle du triangle des Bermudes, fatale aux navires et aux avions qui s'en approchent. Les marins parlent d'un cimetière de bateaux au milieu de la mer Noire appelé la zone morte. Est-ce qu'il y aurait quelque chose au fond de la mer Noire qui pourrait remonter à la surface et entraîner sous les flots des navires de cette taille? Georges Kourounis parcourt le rapport d'une expédition inédite menée en 2018 pour explorer la zone morte. À l'aide de sonars et de véhicules télécommandés, les scientifiques ont découvert un immense cimetière d'épaves. C'est comme capturer l'image d'un instant figé dans le temps, datant probablement de plus de 1000 ans. Ce ne sont pas que des navires modernes. Certains remontent à Alexandre le Grand. Ce qui est unique à cet endroit, c'est que les navires sont très bien conservés. Ce sont des épaves encore entières, de la quille jusqu'au mât, même les cordages. Des épaves qui ont littéralement l'air d'avoir coulé hier. Il est très rare que des navires restent aussi bien conservés au fond de l'océan. L'ingénieur Brian Walshon nous explique que la mer Noire a une particularité unique, que l'on ne retrouve dans aucune autre mer du globe. Si les épaves sont aussi bien conservées,
C'est grâce à ce mélange d'eau douce et d'eau salée dont est composée la mer Noire. À la fin de l'ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, la mer Noire n'était pas vraiment une mer, c'était un lac. Partout dans le monde, les glaciers ont fondu. Dans la Méditerranée, la hausse massive du niveau de la mer a creusé ce qui est aujourd'hui le détroit du Bosphore. L'eau salée s'est mélangée à l'eau douce du lac. Plus dense, elle a coulé vers le fond pour créer deux couches distinctes. C'est ce qu'on appelle un plan d'eau méromictique. Les deux couches ne se mélangent pas. L'oxygène issu de l'atmosphère et de la photosynthèse reste donc confiné à la couche supérieure. Sans oxygène, les épaves ne peuvent tout simplement pas se décomposer. Mais cette étrange superposition de couches d'eau ne peut en rien détruire des bateaux à la surface. Quand on entend le terme zone morte, on se dit qu'il ne vaut mieux pas s'en approcher. Mais en fait, c'est plus une tombe. Cela ne fait pas couler les navires, cela les préserve simplement quand ils coulent. C'est quelque chose qui concerne le fond de la mer, pas la surface. Brian Walshon consulte le manifeste du cargo et se demande si le naufrage mystérieux de l'Arvin n'a pas été causé par sa cargaison. Une explication potentielle de ce que l'on voit pourrait être une explosion à l'intérieur des cales du navire. C'est pas possible. Mayday, Mayday! Il transportait 3000 tonnes d'urée. L'urée est utilisée comme engrais dans l'agriculture. Transformé en nitrate d'urée, cela devient alors un ingrédient basique pour les explosifs artisanaux. Attention, mise à feu! Tout le monde se souvient de l'attentat du 11 septembre 2001, lorsque deux avions se sont écrasés dans les tours du World Trade Center. Mais en 1993, un camion piégé contenant 600 kg de nitrate d'urée avait déjà explosé dans le parking souterrain du complexe d'immeubles. C'était le premier attentat contre le World Trade Center. La bombe à base d'engrais, avec une détonation de 4500 mètres par seconde, avait laissé un cratère de 30 mètres de diamètre sur 4 étages de la structure en béton. 6 personnes étaient mortes et plus de 1000 avaient été blessées. Peut-être qu'une fuite sur le navire a permis à du carburant de se mélanger avec la cargaison d'urée, ce qui aurait entraîné une explosion dans les cales. Mais avec 3000 tonnes d'engrais à bord, l'explosion aurait désintégré le navire. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que l'on entend la coque se briser. Ce n'est pas tant une explosion qu'une intense pression exercée sur l'acier qui se déforme et se déchire. Donc je dirais que ce n'est pas une détonation, mais plutôt une force mécanique qui vient le briser. Qu'est-ce qui a pu tordre une telle structure de cette façon? Sur la mer Noire, un navire cargo de 114 mètres de long se brise en deux de façon inexpliquée. C'est pas possible. Mayday, Mayday! La vidéo montre d'énormes vagues qui s'abattent sur la proue du navire. Il est clairement au milieu d'une tempête. Les vagues sont énormes et le navire ne résiste pas à leur force. Mais d'autres navires présents dans la zone ne semblent pas en difficulté. Des vagues de cette taille ne devraient pas pouvoir couler un cargo comme l'Arvin. Ce qu'on voit le navire faire dans la vidéo, c'est exactement ce qu'il faut faire dans une grande houle. Avancer vers les vagues. Il faut viser le creux de la vague et surtout ne pas se retrouver parallèle à la houle. Car si une vague déferle sur le côté du navire, elle peut le faire chavirer. N'était-il pas conçu pour ces conditions? C'est pas possible. Mayday, Mayday! Il est de notoriété publique qu'un pourcentage non négligeable de cargos présents sur les océans ne répond pas aux normes de sécurité modernes. Chaque année, des dizaines de grands navires coulent ou disparaissent avec leur équipage. C'est bien plus dangereux que de prendre l'avion. Chaque jour, plus de 50 000 cargos parcourent les océans, transportant de la nourriture, des biens et des médicaments.
Le poids de leur cargaison combinée dépasse 2 milliards de tonnes, et certains naviguent depuis très longtemps. En 2017, le vraquier Stellar Daisy, de 266 000 tonnes, coule au large de l'Uruguay. 22 membres d'équipage périssent. L'enquête a révélé que cette tragédie du Stellar Daisy n'avait pas été causée par la météo, mais par une défaillance structurelle du navire. Georges Kourounis découvre que l'Arvin avait plus de 40 ans et qu'il n'était pas conçu pour les eaux tumultueuses de la mer Noire. La pression est telle pour faire naviguer ces cargos en continu que bien souvent les révisions, les contrôles de sécurité et les normes sont ignorés au profit des marges financières. Il se dégrade au fil du temps. L'eau salée attaque le métal. Elle érode lentement le navire. Au bout d'un certain temps, cela peut entraîner des fissures ou même des ruptures catastrophiques comme ce que l'on voit sur la vidéo. C'est pas possible. Mayday, Mayday! Les enquêteurs ont découvert que l'Arvin avait des faiblesses structurelles, des problèmes de corrosion et des écoutilles mal entretenues. C'est pas possible. Mayday, Mayday! L'Arvin a rejoint les milliers de navires qui jonchent le cimetière au fond de la mer Noire. 4 de ses 13 membres d'équipage ont perdu la vie. Ces images sont bouleversantes. Mayday, Mayday! C'est pas possible. Mayday, Mayday! On comprend mieux la tragédie qui a frappé ce navire quand on voit les images du naufrage. Mais le plus triste, ce sont les vies qui ont été perdues, celles du capitaine et de plusieurs membres d'équipage. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Nous sommes à Clarksville, dans le Tennessee. Le 4 septembre 2021, au début d'un week-end prolongé tout à fait ordinaire. C'est une caméra de surveillance installée sur la maison d'un particulier. Il fait nuit, il y a un peu de vent, tout est normal, et soudain, quelque chose a explosé. Il y a eu une collision. Ce n'est pas un éclair. Et le son qu'on entend n'est pas du tonnerre. Ce bruit n'est pas ordinaire. On n'entend pas cela dans une petite ville tranquille. L'étrange bruit de détonation est enregistré par une autre caméra à l'autre bout de la ville. On entend ce bruit dans une autre partie de la ville, ce qui donne une idée du niveau sonore. C'est une énorme détonation. Aucune chute de météorite n'a été signalée dans cette région ce jour-là. Ce n'est pas une explosion d'origine naturelle. Est-ce que la ville est attaquée? Une énorme détonation résonne à travers les rues de Clarksville dans le Tennessee. Le standard des urgences se retrouve submergé d'appels. Nous étions couchés et soudain c'était comme si une bombe avait explosé. On a ressenti l'onde de choc dans toute la maison. On aurait vraiment dit une bombe. Toute la maison a tremblé. Les autorités arrivent sans délai, mais ne trouvent aucun cratère, aucun épicentre, aucun dégât. C'est le mystère. Aucun dégât sur des bâtiments n'a été signalé. On a toutes les caractéristiques d'une explosion mortelle, mais aucune des conséquences. Pour l'historien militaire Craig Gottlieb, cela pourrait vouloir dire que l'explosion a eu lieu sur une propriété privée. Repensez aux guerres récentes en Irak ou en Afghanistan. Où sont passées toutes les munitions? Oh, nous les avons toutes utilisées. Non. Chut, elles sont dans mon sac à dos. Je les ramène chez moi parce que je trouve ça cool. Cette explosion s'est produite non loin de la base militaire de Fort Campbell. On sait que l'armée y stocke des munitions. Un grand nombre d'explosifs militaires a disparu au fil des ans. Des centaines, peut-être des milliers de grenades, de plastique, de mines et même de roquettes ont été volées sur des bases militaires.
Officiellement, selon l'armée américaine, 1900 armes à feu ont été perdues ou volées au cours des 10 dernières années. Le véritable chiffre pourrait être bien plus élevé. L'armée américaine et le Pentagone ont été accusés par l'agence Associated Press d'avoir dissimulé des vols d'armes et de munitions sur des bases militaires. Beaucoup ont été ensuite utilisés lors de fusillades ou de braquages, ou bien retrouvés entre les mains de gangs. Ces engins de mort peuvent atterrir n'importe où. L'année dernière, dans une case du Mississippi, 2 employés étaient en pause en train de boire un peu d'eau quand soudain, boum, il y a eu une énorme explosion. C'était le chaos complet. Un obus venait d'exploser. Je me souviens plus exactement. J'ai volé dans les airs, j'ai entendu une explosion et je suis retombé au sol. J'ai regardé mes jambes et il y avait du sang qui giclait partout. Alors qu'il est en train de se vider de son sang, il voit son collègue mourir dans ses bras. J'espère vraiment que l'armée va réussir à localiser toutes ces armes et ces munitions manquantes. Parce qu'il y a des gens innocents qui se font tuer sans aucune raison. 2 jours plus tard, un autre obus a été retrouvé dans la même casse. Mais heureusement, celui-là n'a pas explosé. Il a été rendu à l'armée en toute sécurité. Selon la police, ces obus étaient destinés à un canon de longue portée et auraient été volés à Camp Shelby, une base de la garde nationale dans le Mississippi. La détonation du Tennessee est peut-être un vol qui a mal tourné. Il suffit d'un cinglé avec une mine dans son garage et... boum! La journaliste Amy Shira Tatel découvre qu'il ne s'agissait peut-être pas d'une munition ordinaire. Les informations locales ont mentionné une étrange odeur qui flottait dans l'air cette nuit-là. À Clarksville, dans le Tennessee, une mystérieuse détonation fait paniquer les habitants sans pourtant laisser aucune trace ni aucun dégât. Seul indice, une odeur nauséabonde. Pourrait-il s'agir de la détonation d'une sorte d'arme chimique? En 1990, les États-Unis disposaient d'un stock de 31 500 tonnes d'armes chimiques, dont du gaz moutarde. Le gaz moutarde provoque des cloques sur la peau, les yeux et dans les poumons. Il a provoqué des milliers de morts lentes et douloureuses au cours de la Première Guerre mondiale. En 1993, les États-Unis ont annoncé la destruction de toutes leurs armes chimiques. Mais en mars 2022, 715 tonnes n'avaient pas encore été détruites. Un nombre incalculable de bases militaires ont été fermées partout aux États-Unis. Il est tout à fait possible que dans la hâte, certaines armes chimiques aient été oubliées. Dans l'Oklahoma, en 2007, un jeune scout à la recherche de cristaux a brisé accidentellement des sortes de fioles contenant une substance chimique. En creusant le sol, il les a brisés. Une fumée s'est échappée. Il toussait, il crachait et ses yeux pleuraient. L'armée est venue inspecter la zone et en quelques semaines, ils ont retrouvé plus de 130 fioles semblables. Les quantités de substances chimiques contenues dans les fioles n'étaient pas mortelles et le jeune garçon n'a pas eu de séquelles. C'est un exemple d'armes chimiques qui n'ont pas été détruites comme elles auraient dû l'être. Est-ce la même chose à Fort Campbell? Des armes chimiques oubliées qui auraient causé une explosion? À Clarksville, la police n'a trouvé aucune trace d'armes chimiques après avoir passé la ville au peigne fin. C'était quoi alors? Les autorités refusent d'approfondir l'enquête et les habitants de Clarksville ne savent toujours pas ce qui est venu troubler le week-end d'un quartier normalement très calme. Personne ne s'est dénoncé. L'enquête a été abandonnée. Mais il s'est bien passé quelque chose. Il faut qu'on en sache plus. Si ça se trouve, il existe une zone dangereuse quelque part dans la campagne du Tennessee qui n'a pas encore été découverte. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Nous sommes à Amritsar, en Inde, dans la région du Pendjab. Le 5 juin 2017, un homme filme un jeune garçon en apparence normale.
Mais il cache une particularité inattendue. Ah d'accord. Ici, on le surnomme le garçon singe. C'est une queue? Tiens donc. Pourquoi a-t-il une queue? C'est vraiment très étonnant de voir cette queue sortir du bas de son dos. On dirait une queue de cochon formée par les poils qui poussent dans son dos. Je ne sais pas pourquoi ce petit garçon a une queue. C'est fou. L'historienne Karen Bellinger apprend que ce garçon s'appelle Dula Singh, qu'il a 8 ans et qu'il est vénéré comme un dieu. L'Inde est un pays profondément religieux, qui compte plus d'1 milliard d'habitants. Si une petite fraction de ces gens croient que ce garçon est l'incarnation d'une divinité, cela fait déjà beaucoup de monde. Ces gens pensent qu'il est le dieu hindou Hanuman, enfant d'une nymphe et du dieu du vent. L'Inde compte plus de 900 millions d'hindous. Cela représente 80% de la population du pays. Hanuman est l'une de leurs divinités les plus vénérées. On prête à Hanuman une grande force physique et une grande agilité. On le décrit sautant si haut qu'il peut presque attraper le soleil. Les gens viennent de très loin en Inde pour voir ce garçon et sa queue. Pour nous, cela semble improbable qu'il s'agisse de la réincarnation d'un dieu. Mais l'Inde est un pays profondément religieux et spirituel, où tout est possible. En Inde, un homme filme un jeune garçon de 8 ans doté d'une queue de singe. Le biologiste Roland Keyes se demande si cet appendice nous renvoie à une époque où les singes dominaient la Terre. Les humains sont des primates. À un moment de notre histoire, nous avions une queue de singe. Mais à la suite d'une mutation génétique, nous avons perdu cette queue. En 2021, le généticien Bo Xia et ses collègues de l'université de New York ont découvert qu'une seule mutation du gène TBXT, il y a 25 millions d'années, était responsable de la disparition de la queue de certains primates, comme les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Mais un minuscule vestige de notre queue a tout de même perduré. Dans la phase embryonnaire, tous les humains développent une queue. Une courte queue fait temporairement son apparition vers la 6e semaine de gestation. Cette petite extension de la colonne vertébrale peut contenir jusqu'à 12 vertèbres. En 2 semaines, la moitié se résorbe, tandis que le reste fusionne pour former le coccyx. Dans quelques cas très rares, la queue ne se résorbe pas dans le corps. Lorsque cela se produit, certaines personnes naissent avec une petite queue. La plus longue queue vestigiale documentée mesurait 17 cm, mais cela reste extrêmement rare. On estime que seule une quarantaine de cas ont été documentés. Si nous avions conservé notre queue ancestrale, c'est tout un monde qui se serait ouvert à nous. Les singes utilisent leur queue de nombreuses façons très ingénieuses. Pour grimper aux arbres, garder les mains libres pour attraper de la nourriture, ou même montrer leur affection. Mais chez les humains, la queue est vue comme une malformation. Les queues peuvent avoir des effets très négatifs sur la santé. Imaginez ne pas pouvoir vous asseoir ou vous allonger sur le dos pendant des années parce que c'est trop douloureux. Normalement, ces queues sont coupées chirurgicalement. Mais Dula, dont l'appendice a fait de lui un dieu, n'a aucune intention de s'en séparer. Cette queue ne devrait-elle pas être coupée plutôt que vénérée? En regardant plus attentivement, l'historien Tony McMahon ne pense pas être face à une queue vestigiale. S'il s'agissait d'une queue vestigiale, nous verrions de la chair et des articulations. Je ne vois que des poils, donc il s'agit de quelque chose de complètement différent. Le biologiste Leslie Samuel pense que cette queue n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Je pense que ça pourrait être lié à une maladie très répandue en Inde, appelée spina bifida. C'est lorsque la colonne vertébrale d'un nouveau-né ne s'est pas développée normalement lors de la gestation. Le spina bifida est causé par une carence en acide folique dans l'alimentation de la mère au cours de la grossesse.
Environ 4 nouveau-nés sur 1000 en Inde sont touchés par cette malformation. L'acide folique se trouve principalement dans les légumes à feuilles vert foncé, mais dans les régions les plus pauvres de l'Inde, beaucoup ne réalisent pas l'importance de cet apport dans leur alimentation. La carence en acide folique ou vitamine B9 a un impact sur la synthèse de l'ADN et la division cellulaire lors de la grossesse. Les cas les plus graves peuvent entraîner une malformation de la colonne vertébrale qui mènera à des difficultés pour marcher. Le spina bifida occulta désigne un défaut de fermeture de la partie postérieure d'une vertèbre. Bizarrerie de la biologie, le seul symptôme visible est souvent une petite fossette ou bien une touffe de poils à l'endroit de la malformation. C'est un phénomène courant qui touche environ une personne sur 10. Occulta signifie caché, car de nombreuses personnes touchées par cette malformation ne le savent même pas et vivent parfaitement normalement. Mais au Pendjab, Doula a droit à tous les honneurs. C'est une anomalie que l'on connaît bien en Occident, car il nous suffit d'aller sur Internet pour en apprendre plus. Mais dans les zones rurales de l'Inde, il y a beaucoup moins de chances que les gens en aient entendu parler. Ils y trouvent donc d'autres explications. Ces histoires se diffusent par le bouche à oreille. Dans un pays très religieux comme l'Inde, on comprend bien comment un garçon à queue de singe peut stimuler l'imagination. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Ah ouais, voilà, Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite Chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Nous sommes à Zhengzhou. Le 1er octobre 2021. Un homme filme une nuée d'étranges lumières qui remplit le ciel. Oh mon Dieu, c'est incroyable et vraiment effrayant. On se croirait dans un film de science-fiction. Les passants sont inquiets. J'entends des gens crier. Il y a quelque chose qui leur fait très peur. Soudain, les lumières tombent vers la foule. On entend les gens pris de panique. Ils ont peur, ils ne savent pas ce qu'il se passe. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça fait là? Est-ce un attentat? Ces choses sont-elles agressives? Que sont ces lumières que l'on voit sur la vidéo? La journaliste Sarah Krudas découvre que cette scène étrange, filmée en Chine, fait partie d'une longue série d'observations d'objets similaires qui déconcertent les gouvernements du monde entier. Quand on pense aux ovnis, ou bien aux PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, on pense à un objet unique dans le ciel. Mais récemment, on a observé de véritables nuées d'objets qui défient toute explication. En juin 2021, les États-Unis ont publié un rapport détaillant 143 phénomènes aériens inexplicables. Il suggère que nous sommes face à un adversaire bien plus avancé que nous scientifiquement. Oh la vache, t'as vu ça? C'est quoi ce truc? T'as vu la vitesse à laquelle il grimpe? Ils sont très clairs. En l'état actuel de notre technologie, rien de tout cela n'est possible. Ces objets défient les lois de la physique. Les autorités ont été perturbées par ces images d'orbes lumineuses. Imaginez ce qu'ils nous cachent. Il semble que les Chinois soient aussi perplexes devant ces images que les Américains. Les Chinois s'intéressent de près aux PAN car ils en observent beaucoup. 2 avions de chasse chinois ont été envoyés pour enquêter sur la présence d'un objet en forme de champignon. À l'approche des 2 avions, l'objet a bondi à 18 000 mètres d'altitude en seulement quelques secondes. Que sont-ils? Le mathématicien John von Neumann avait théorisé le concept de machine autoréplicative pouvant former des nuées de robots. Utilisées par des extraterrestres, ces sondes pourraient explorer la galaxie, miner des ressources et consumer les planètes comme une nuée de sauterelles. La multiplication des observations de PAN en Chine a mis l'armée en état d'alerte. L'armée chinoise a conscience que ce problème dépasse ses capacités standards. Elle a donc formé une intelligence artificielle pour étudier ces données et essayer d'y donner du sens.
Dans le centre de la Chine, une nuée d'étranges lumières tombe du ciel. Pour l'ex-agent du FBI Rhonda Glover, ces images pourraient prouver que les autorités chinoises utilisent clandestinement des drones sur leur propre population. Au cours des 10 dernières années, l'utilisation de drones dans l'armée a explosé, que ce soit pour des missions de reconnaissance ou pour des opérations militaires. Cela expliquerait pourquoi ces gens paniquent, parce qu'ils pensent que c'est une attaque de drone. Les Chinois portent un grand intérêt à la technologie des drones militaires. Cette année, ils ont racheté un fabricant italien de drones de combat dont les appareils ont été utilisés en Afghanistan, mais également dans d'autres zones de guerre. La Chine développe des drones capables de former des nuées de plus d'1 millier d'appareils, coordonnés et synchronisés de façon autonome pour saturer les défenses ennemies. Économiques, intelligents et inspirés par les nuées d'insectes, les micro-drones pourraient changer la façon dont les guerres sont menées. Je pense que nous commençons tout juste à réaliser l'efficacité dévastatrice que peuvent avoir les drones utilisés comme armes, surtout s'ils sont des milliers. Imaginez un navire militaire qui patrouille dans une zone et qui voit arriver ces objets volants. Il y en a dans toutes les directions. Il ne peut pas leur échapper. Il ne peut pas tous les abattre. Et ils se retrouvent submergés. Ce sont peut-être les armes de destruction massive du futur. Mais quand l'ingénieur Tim Pickens visionne les images, il ne voit pas de drone militaire chinois. Ce que l'on voit dans le ciel émet de la lumière. Mais quand il tombe au sol, il n'explose pas. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'armes. À mon avis, il s'agit d'un spectacle de drones qui a mal tourné. Ces nuées de drones sont capables de créer n'importe quelle image dans le ciel. Vous pouvez former des animaux, des portraits, vous pouvez même écrire des messages. Ils sont préprogrammés avec des coordonnées de vol. Ils n'ont pas besoin de capteurs très onéreux pour pouvoir réaliser ces prouesses. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils en train de tomber du ciel? En 2020, lors d'un spectacle de drones, 17 drones se sont écrasés au sol. En fait, quelqu'un a utilisé un brouilleur de fréquences radio pour perturber les communications et on a perdu le contrôle des drones. Il s'agissait d'un concurrent jaloux qui n'avait pas décroché le contrat pour ce spectacle. Des pirates informatiques ont trouvé le moyen de prendre le contrôle des drones, de les reprogrammer et même de les faire s'écraser. On pourrait penser que c'est ce qu'il s'est passé ici, que quelqu'un a piraté un spectacle de drone. Les organisateurs ont expliqué que le spectacle avait été interrompu à cause d'une erreur opérationnelle. Aucun détail supplémentaire n'a été donné. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la prochaine fois, les spectateurs n'auront peut-être pas autant de chance. C'est effrayant, surtout que ces drones sont de plus en plus utilisés. Bientôt, quand on ira voir un spectacle de drone, il faudra porter un casque de protection. Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur. C'est en état d'arrestation. Les samedis humour, 20h, à Canal D. Nous sommes sur les côtes des Pays-Bas, au nord-ouest de l'Europe. En avril 2021, un homme sorti prendre l'air remarque quelque chose d'étrange au-dessus de lui. Il sort immédiatement son téléphone pour filmer. Il est debout sur son dos. J'ai d'abord cru que c'était un oiseau bizarre, mais en fait, ce sont deux mouettes. J'ai cru que c'était une illusion d'optique. Comme si deux oiseaux éloignés se trouvaient l'un devant l'autre. Mais non, ce sont vraiment deux oiseaux l'un sur l'autre. L'oiseau en vol se retourne soudain contre son passager clandestin et lui donne un coup de bec.
On ne voit pas ça tous les jours. Les mouettes volent souvent ensemble, mais je n'ai jamais rien vu de pareil. Est-ce qu'elles se sont mises d'accord? Ou bien est-ce qu'elles profitent de sa congénère? Aux Pays-Bas, un homme filme une mouette profitant d'un trajet gratuit. Le biologiste Roland Keyes sait que même dans l'univers impitoyable du royaume animal, le souci de l'autre survient parfois chez les espèces les plus inattendues. L'un des cas les plus célèbres d'altruisme chez les animaux est celui de la chauve-souris vampire. Les gens les trouvent effrayantes et répugnantes, mais en fait, elles sont incroyablement gentilles avec leurs congénères. Les chauves-souris vampires utilisent leurs dents acérées pour arracher un morceau de chair à leur victime. Un anticoagulant présent dans leur salive prolonge le saignement pour que leurs amis puissent profiter du festin. Une chauve-souris a besoin de 2 cuillères à café de sang par nuit et ne peut pas survivre plus de quelques jours sans manger. Si une chauve-souris n'a pas pu s'alimenter et qu'elle a faim, elle va voir l'une de ses amies et pousse un petit cri pour lui demander à manger. Et si son amie a suffisamment mangé, elle va alors régurgiter une partie de son repas directement dans sa bouche. Une autre nuit, si le scénario est inversé, elle lui rendra la politesse. C'est adorable. C'est une vraie preuve d'amitié. Donc ici, est-ce juste une mouette qui aide une de ses amies trop fatiguée? On dénombre plus d'1 milliard de mouettes sur la planète. Certaines ont la réputation d'être particulièrement agressives, surtout quand elles cherchent de la nourriture ou protègent leurs petits. En Grande-Bretagne, les chaînes d'infos parlent de mouettes attaquant les humains de manière féroce et calculée. Elles s'en prennent même aux animaux de compagnie. En 2019, un chihuahua jouant dans un jardin a été emporté par une mouette. On ne l'a jamais revu. Lorsqu'elles sont affamées, les mouettes sont même capables de cannibalisme. Kelly Price étudie les images. Elle observe attentivement la position des 2 oiseaux. Elle pense qu'il pourrait s'agir d'un couple d'amoureux. Il existe de nombreux comportements étranges chez les oiseaux. Et c'est souvent en rapport avec l'accouplement. Ces 2 oiseaux vont peut-être s'envoyer en l'air. De nombreux rituels d'accouplement peuvent sembler très étranges à nos yeux. Les poissons globes dessinent de magnifiques motifs dans le sable au fond de l'eau, parfois grands de plusieurs mètres. On dirait presque des signes laissés par des extraterrestres. Tout ça pour attirer la femelle idéale. Chez les animaux, comme chez les humains, l'accouplement est crucial. Souvent, les femelles évaluent différents mâles, et les mâles ont leur façon bien à eux de les impressionner. Il s'agit souvent de danse, de parades et de couleurs éclatantes. L'une des espèces d'oiseaux qui a poussé ce concept jusqu'à l'extrême est l'oiseau de paradis. Les oiseaux de paradis mâles passent leur vie à s'entraîner et peaufiner leur chorégraphie pour le grand jour, quand ils doivent attirer une femelle. Si ces 2 mouettes forment un couple, serait-ce une façon étrange pour le mâle de prouver qu'il est assez fort pour assumer son rôle de père? Est-ce que cela pourrait être une variante du rituel de l'accouplement typique des mouettes? C'est possible. Pour Leslie Samuel, l'explication est peut-être bien plus simple que cela. Les scientifiques observent parfois les animaux faire preuve de flemmardise. Peut-être que cette mouette est tout simplement flemmarde. Les animaux cherchent toujours des moyens d'économiser leur énergie. Ils ont un apport alimentaire limité chaque jour et ils essaient de dépenser le moins d'énergie possible dans leurs activités quotidiennes. Un très bon exemple est le paresseux. En fait, les paresseux économisent simplement leur énergie grâce à leurs mouvements très lents. Laisser les autres faire les efforts à sa place est une preuve d'intelligence. Et les scientifiques de l'Université mémoriale de Terre-Neuve au Canada ont découvert que les mouettes étaient remarquablement intelligentes.
Elles tapent des pieds pour imiter la pluie et faire remonter les vers de terre à la surface. Elles savent ouvrir les coquillages en les frappant sur les rochers. Et elles ont découvert qu'elles pouvaient suivre les charrues pour se régaler des larves présentes dans les sillons frais. Peut-être est-ce un aperçu de l'avenir du transport chez les mouettes. Peut-être que c'est un Uber pour mouettes. Malheureusement, il faudra plus que cette démonstration d'ingéniosité pour redorer l'image des mouettes. Je vais vous donner ma théorie. J'ai passé beaucoup de temps auprès des mouettes. J'ai été couvert de déjections de mouettes. Je pense que les mouettes sont juste odieuses. Et là, c'est une mouette qui est odieuse avec une autre mouette. Pour moi, l'oiseau du dessus a l'air de s'amuser. Il profite de la situation. J'ai vu des pigeons prendre le métro, mais là c'est le pompon.